Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue. En juin 2009, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique pointait les mauvaises habitudes de certains assurés et professionnels de santé, qui expliqueraient en partie les fortes disparités des arrêts de travail sur le territoire. Les contrôles de la Caisse nationale d'assurance maladie auraient montré, avait-il ajouté, que 13% des arrêts de courte durée s'avèrent injustifiés. Des mesures sévères allaient être prises pour lutter contre ces arrêts, sans préciser ce qui permettait de les qualifier d'injustifiés, consistant essentiellement en des contrôles accrus auprès des malades et des médecins prescripteurs, dans le cadre d'un plan général de lutte contre la fraude sociale et fiscale. Cette déclaration pouvait irriter mais surtout déconcerter tous ceux qui s'intéressaient aux travaux de recherche en sciences du travail, lesquels alertaient depuis un certain temps déjà sur l'accroissement ou l'apparition de pathologies, parfois aiguës, liées au travail. L'urgence était de prévenir les maladies, pas de traquer les arrêts. Introduction. Un contexte. L'intérêt porté aux arrêts maladie n'est pas nouveau. Le trou de la Sécu est chaque année montré du doigt comme une menace. Dans le monde du travail, l'absentéisme est resté un sujet de préoccupation pour le patronat, et la littérature en sciences sociales, entre autres, s'est également emparée de la question. Mais des évolutions, des phénomènes nouveaux suscitaient un intérêt, émerge pour le travail et ses maladies, réactualisant la question des arrêts. Ainsi, le milieu des années 2000 marque l'apparition d'une déconnexion statistique entre le nombre d'arrêts maladie et le contexte économique. Pour la première fois, les arrêts maladie s'accroissent alors que le taux de chômage reste élevé ou progresse. Ce phénomène, allié au constat de disparité d'arrêts maladie selon les départements, a conduit la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la Santé, DRES, a confié à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, IRDES, la construction d'une base de données destinée à expliquer les disparités interdépartementales. Du côté des politiques publiques s'est imposée la nécessité d'identifier et de corriger les inefficiences du système de santé, Benamhouzig, 2005. La lutte contre la fraude sociale et fiscale s'ajoute aux exigences comptables. Les années 2000 ont vu les contrôles des arrêts de travail augmenter, tout comme les injonctions aux médecins de limiter leurs prescriptions. Celle-ci peut aujourd'hui être contestée par une contre-visite médicale patronale. Plus récemment, le délai de carence avant versement des indemnités journalières par l'assurance maladie passait de 3 à 4 jours dans le secteur privé, avant que le gouvernement ne revienne en arrière devant l'inefficacité de cette mesure. À la même époque, en parallèle, le plan Santé au travail 2010 à 2014 rappelle d'entrée l'importance de la prévention, signe du glissement qui s'opère dans une société où le curatif prédomine. Les travaux de recherche soulignaient depuis un certain temps déjà les effets néfastes sur la santé de certaines organisations du travail, en particulier depuis le tournant des années 1980, et plus encore dans des contextes économiques où la menace du chômage renforce le pouvoir patronal. L'apparition ou l'explosion de nouvelles maladies du travail, aux contours parfois flous, tels les troubles musculo-squelettiques ou le burn-out, le stress au travail, interroge les médecins aussi bien que les chercheurs en psychologie, ergonomie, sociologie, mais aussi histoire ou économie. Le présentéisme, aller travailler quand on pense qu'un arrêt maladie aurait été approprié, suscite lui aussi des questionnements pour ne pas dire des inquiétudes dans les mêmes disciplines. Son coût, déjà objet d'études chiffrées par exemple en Amérique du Nord, est depuis peu mis en avant dans les médias en France pour alerter décideurs publics et employeurs, La Tribune, novembre 2017, Santé et Travail, mars 2019, Le Monde, novembre 2018. Les suicides sur le lieu de travail enfin sont depuis peu entrés dans le débat public, souvent présentés comme des témoignages de conditions et d'organisation de travail insupportables. Pour autant, la tradition libérale dans le champ de la santé reste dominante et c'est au patient qu'il incombe, en dernier ressort, de prendre en charge sa santé. Loriol, 2002. Au sein de l'entreprise, le salarié dispose depuis 1982 d'un droit de retrait, face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. La responsabilisation individuelle s'est exacerbée depuis les années 1980, comme l'ont aussi montré des auteurs dans diverses disciplines,
Askenazi 2004, Clos 1999, Dujarrier 2006. Les arrêts maladie continuent ainsi d'être l'objet de perplexité, et le 20 février 2019 encore, le gouvernement recevait un rapport sur les arrêts de travail confié à 20 experts. On n'a pas fait le tour de la question. Il est vrai que l'arrêt maladie n'est pas un objet lisse. Sa définition dans le droit du travail reste imprécise. C'est une absence motivée par la nécessité d'un arrêt d'un ou plusieurs jours de toute activité professionnelle, constatée par le médecin traitant du salarié. On suppose que la cause de l'arrêt, puisqu'elle relève de la médecine, est liée à la maladie, mais ce n'est pas explicite. Le médecin ayant en charge la restauration de la santé par le traitement et la prévention des pathologies, on peut aussi admettre que l'arrêt maladie écarte le patient d'un environnement qui le rend malade, ou le rendrait malade s'il ne s'y soustrayait pas, au moins temporairement. Cette définition fait mention de la nécessité d'un arrêt qui laisse une marge d'appréciation subjective. De ce fait, la question de l'abus, dont on peut difficilement faire l'économie lorsqu'on étudie les arrêts maladie tant elle est prégnante dans les représentations, présente fatalement la même marge d'interprétation. Selon la CNAM, un arrêt de travail est déclaré abusif lorsqu'il n'est pas justifié médicalement, la personne étant notamment considérée comme apte au travail. Comment se détermine cette aptitude ? Que signifie justifier médicalement ? Le patient doit-il nécessairement être malade ? Est-ce suffisant ? Le champ d'interprétation est vaste et suscite immédiatement la curiosité. Qu'est-ce que les travailleurs concernés considèrent comme un arrêt justifié ? Qu'est-ce qu'ils jugent au contraire insuffisant ou hors sujet ? Comment cela se traduit-il concrètement dans leurs actes ? Mais aussi comment ces distinctions se forment-elles chez les travailleurs ? Quels sont les critères, dans leur environnement social, professionnel, personnel, etc., qui influent sur leur représentation, et comment évoluent-ils au long de leur histoire, de leurs expériences ? Parler d'arrêt maladie implique enfin de s'interroger sur la maladie. Or celle-ci est pour une part le produit ou la conséquence de processus sociaux. Daudier, 1983, insiste sur la nécessité de considérer la maladie comme un objet qui, dans sa définition même, est élaboré socialement. La fatigue en est un exemple éloquent. Pour Loriol, 2000, elle n'est pas seulement une sensation, mais également l'objet de représentations et de discours qui contribuent à structurer les formes légitimes et dominantes dans lesquelles elle peut s'exprimer. Barou, 2008, remarque qu'on sait rarement si un symptôme, tel la fatigue, définit une maladie ou n'en est que l'expression partielle. La qualification a des répercussions aussi bien sur les réponses adoptées, Loriol, 2000, que sur les personnes étiquetées par cette qualification, Loriol, 2009. Et définir un malade n'est pas plus simple. Car le malade n'est pas toujours très malade. Il est seulement mal fichu. Souffreteux. Un peu dérangé. Patraque. On sait le goût de l'homo sapiens pour les classements. Il a recensé toutes sortes de problèmes de santé auxquels il a donné de beaux noms de maladies, larvées, chroniques, nerveuses, allergiques, aiguës, ataviques. Mais pour la maladie en général, singulière, il demeure en quête de définition. Il cherche fiévreusement. Comme un malade. Maux de tête ou maladie mentale ? Le malade est complètement flou. Bertrand, 2009. Ce passage n'est pas qu'une boutade. Face à des symptômes identiques, tous ne se sentent pas identiquement malades. L'appartenance sociale en particulier conditionne notre approche de la santé et de la maladie, Nettleton 2013, la perception morbide pouvant même être inexistante, Détré 2002. Elle requiert une aptitude à opérer la transformation de la sensation en symptômes qui varie en particulier selon les classes sociales. Certaines maladies, enfin, sont à peine considérées comme telles, au point qu'il ne viendrait pas à l'idée des salariés de s'arrêter pour ça. Car si la maladie demande à être traitée comme un objet élaboré socialement, l'arrêt maladie obéit aux mêmes exigences. Il est le fruit d'un processus. Il existe un cheminement qui conduit de la tension à l'absence au travail, Daudier 1982. En particulier, le refus de s'absenter alors que l'état de santé le justifierait vient interroger le rapport que les salariés entretiennent aussi bien à leur travail qu'à leur santé, l'idée qu'ils se font de leur place dans la société, etc. Selon les lieux, les époques, les personnes,
Le cheminement évoqué par Daudier empruntera des sentiers différents, les contextes évoluent, les représentations changent et les conduites avec elles. C'est probablement avec l'idée de modifier ces conduites que des mesures telles que la surveillance des prescriptions, l'accroissement des contrôles auprès des malades, la possibilité laissée aux employeurs de choisir le médecin chargé de ce contrôle, le durcissement des sanctions pour les contrevenants ont été adoptées. On peut alors se demander si les comportements se modifieront effectivement et durablement en conséquence, et le cas échéant dans quel sens. Inan 2014, par exemple, présente plusieurs études statistiques qui montrent que l'environnement psychosocial dans l'entreprise influe sur les absences pour raisons de santé. Il est donc envisageable que des environnements fondés sur la défiance, la surveillance, le contrôle, conduisent au contraire, à terme, à un accroissement des arrêts. Par ailleurs, rien ne garantit que si des pathologies légères ne conduisaient plus à la prescription d'un arrêt de la part du médecin, les travailleurs ne tomberaient pas plus gravement malades. Goldberg et al. 1983 s'interrogent. S'absenter à un moment donné n'est-il pas un moyen d'éviter une aggravation de la maladie encore légère? Bergstrom et al. 2009 répondent par la positive à cette question, considérant le présentéisme comme un bon indicateur du niveau futur d'absentéisme. On peut aussi imaginer que, privés de la possibilité de nous remettre en forme lorsque nous contractons des maladies bénignes en recourant à des arrêts courts, nous développions alors des maladies qui marchent, susceptibles de conduire à une prescription d'arrêt. Par ailleurs, si l'objectif poursuivi est d'ordre économique, on peut se demander si les travailleurs ne trouveraient pas d'autres exutoires éventuellement plus coûteux pour la société. On peut penser à des actes de violence vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Dans La fin du courage, Fleury 2010 présage que dans des contextes professionnels toxiques, il y en aura bien un qui aura l'idée de déverser sur l'autre ce qu'il aura subi dans son corps. Après les suicides viendront donc les crimes, comme dans le film de Bon Matin. On peut aussi penser à des manifestations dirigées contre l'entreprise ayant par le passé démontré leur efficacité, comme les sabotages ou les grèves, dont Ferro, 1998, suggère qu'elles ont partiellement été remplacées par des arrêts maladie comme forme de protestation. Enfin, malgré la difficulté de l'opération, des travaux commencent à chiffrer le coût du présentéisme pour sensibiliser le patronat. Mathieu Poirot proposait en 2016 d'estimer ce coût à 20 milliards d'euros par an, ce qui laisse penser que l'argument économique qui sert à justifier la pression sur les arrêts maladie n'est peut-être pas très pertinent. L'arrêt maladie, on le voit, est composite. Des statistiques comme celle de l'IRDES mettent en évidence des éléments concrets susceptibles d'influer sur les arrêts maladie, tels que le nombre de médecins disponibles, dont on sait qu'ils varient fortement sur le territoire, les aspects économico-sociaux conduisant au renoncement aux soins, les niveaux de salaire. S'appuyant sur les chiffres de l'assurance maladie, ils ne concernent toutefois que les arrêts indemnisés, et ne permettent pas de rendre compte de la totalité des arrêts. Le travail de recherche présenté ici pourra accompagner ces résultats, d'une part en exploitant les données qualitatives disponibles dans les recherches et celles recueillies lors d'observations et entretiens menés sur le terrain, d'autre part en portant un intérêt particulier aux arrêts courts, ceux qui sont plus facilement suspectés d'être abusifs, pour lesquels il semble que le travailleur ait une marge de manœuvre. Il s'appuie sur un travail de thèse de plusieurs années dont les cadres sont présentés ci-après. 2 hypothèses. L'hypothèse proposée est que l'arrêt maladie est une pratique polysémique, morale et intelligente. Polysémique en ce qu'elle revêt un ensemble de significations pour les travailleurs, et en ce que par elle les travailleurs trouvent un moyen de signifier, à l'entourage, à la société, un ensemble de positions, voire de requêtes. Intelligente en ce qu'elle met en branle un processus de réflexion, d'analyse, chez les travailleurs. Ils observent, évaluent, questionnent et tirent des expériences qui font évoluer leurs pratiques avec le temps. Morale, enfin parce qu'ils prennent en compte les conséquences probables de leur absence ou de leur présence avant d'y recourir, parce qu'ils convoquent un vocabulaire et des principes tirés de la sphère morale, le juste, le bien, pour justifier leurs actes, en référence aussi aux normes et aux valeurs de leur société ou de leur groupe d'appartenants. Les arrêts maladie donnent ainsi à voir, en creux, le rapport que les travailleurs entretiennent aussi bien avec leur travail qu'avec leur santé, les arbitrages qu'ils opèrent, les valeurs et principes qui pèsent sur cet arbitrage.
3 cadres théoriques. 3.1 Une recherche développée sur le terreau des sciences du travail. C'est d'abord sur le lieu de travail que cette recherche se propose d'étudier les pratiques des travailleurs, leurs discours, leurs représentations. Le lieu de travail, c'est-à-dire dans le cadre de leur activité professionnelle, au sein d'un collectif de travail, mais aussi dans une société donnée. Ces 3 éléments seront donc pris en compte dans l'analyse. L'organisation du travail sera considérée comme prépondérante, et si le collectif de travail influe sur les individus, qui en retour influent sur le collectif, ces interactions sont fortement déterminées par les données organisationnelles du lieu de travail. Enfin, les comportements, les discours, les représentations et l'organisation du travail elle-même sont dépendants d'idéologies qui structurent les façons d'être et de penser, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, les croyances quant à ce que doit être un être humain, quant à la façon dont doivent être managés les travailleurs, etc. L'époque étudiée est, dans ce cadre d'analyse, une époque où l'idéologie capitaliste néolibérale s'est insinuée dans tous les interstices de la société. Dujarrier 2015 qualifie de néocapitalisme, selon la terminologie utilisée par Haber 2013, ce tournant néolibéral pris par le capitalisme depuis un quart de siècle, lequel construit délibérément, avec l'aide de l'État, la concurrence entre États, organisations, équipes de travail, professions, individus. C'est aussi une époque où des mouvements alternatifs se multiplient, dans une critique de ce modèle, peut-être en raison d'un contexte économique durablement défavorable, où les sacrifices demandés à une majorité côtoient des situations d'opulence et où les inégalités sont amèrement ressenties. 3.1.1 La mise au travail par l'enrôlement psychique. Dujarrier, Durand et Le Floch, De Gaulle-Jacques, Linard, Dejour, Lordon, Dardot et Laval, Boltanski et Chiapello, insistent chacun à leur manière sur ce point saillant. Dans les sociétés néo-capitalistes comme la société française, un arsenal de mesures palpables au sein de l'entreprise mais surtout un discours idéologique se développe, destiné à aboutir à un enrôlement absolu des travailleurs. Pour résumer, le meilleur ou le seul moyen dont disposerait le patronat dans ces systèmes consisterait à amener les gens à faire d'eux-mêmes, et en pensant que c'est leur propre volonté ce qu'on désire leur voir faire, notamment par l'intériorisation des nouvelles normes d'efficacité productive et de performance individuelle. Pour ce faire, promesse fut faite aux salariés qu'ils trouveraient dans le travail un mode d'épanouissement, que le travail les révélerait à eux-mêmes. Dans cette perspective, chaque salarié négocie finalement avec lui-même l'acceptation de la contrainte de son implication, qu'il renverse en un engagement volontaire, en s'inventant un système de croyances pour rendre son travail recevable, intéressant sinon satisfaisant. Soumis à une situation imposée, il est dans un consentement paradoxal. Durand et Le Floch 2006. La production de ce consentement a réussi à s'imposer en s'appuyant sur un terrain favorable. Critique émise par les travailleurs face à un travail trop monotone, remise en cause de la hiérarchie, montée en charge des valeurs d'autonomie, de responsabilité individuelle dans les années 1980, Dardot, Laval 2009. C'est sur cette représentation d'un individu autonome, à la fois idéal social et exigence du management, qu'a pu se construire une nouvelle organisation du travail. 3.1.2 Le mythe de l'individu autonome. L'évolution des sociétés modernes a favorisé cette perspective. En se sécularisant, les sociétés se sont éloignées de la causalité divine. Les choses ne sont plus telles qu'elles sont parce que Dieu le veut. Nous pouvons désormais nous penser responsables de notre sort. Un ensemble de dispositifs, souvent mis en place dans une recherche de plus grande justice sociale, tendent aussi à nous y conduire. Ainsi, les mesures destinées à faciliter l'accès du plus grand nombre à l'éducation, à des formations professionnelles, devaient favoriser l'ascenseur social et casser les déterminismes qui maintenaient chacun dans sa classe d'origine. L'avenir ne devait plus être fixé à la naissance, tout devait en théorie être accessible à tous, pourvu que l'on s'en donne les moyens. En se modernisant, les sociétés devenaient aussi plus individualistes. Beck, cité par Dardot, Laval, 2009, parle d'une individualisation radicale pour décrire cette situation où les individus sont libérés de la tradition et des structures collectives, libérés des statuts qui leur assignaient une place,
au point que toutes les crises sociales sont perçues comme des crises individuelles, toutes les inégalités sont rapportées à une responsabilité individuelle. La machinerie en place transforme les problèmes liés au système en échecs personnels. Dans le monde professionnel, les entreprises peuvent désormais s'appuyer sur ce mythe de l'individu autonome pour mettre l'homme au travail. Pour Boltanski et Chiapello, 1999, l'autonomie, réclamée par une partie des travailleurs, les ingénieurs et les cadres diplômés des grandes entreprises, aurait été reconnue par les dirigeants et intégrée au modèle capitaliste, jusqu'à en faire une valeur absolument centrale du nouvel ordre industriel, cela non seulement en faveur de ceux qui la réclamaient, mais aussi en faveur de ceux qui ne la réclamaient pas. Autonome, responsable de ce qui lui arrive, chacun porte désormais la charge de ses résultats et de ceux de son entreprise. Durand, Le Floch 2006, tire de l'étude des documents internes des entreprises, des chartes de l'actionnariat, des enseignements quant aux attentes engendrées par l'autonomie théorique des travailleurs. Les salariés sont incités à adopter des attitudes responsables, à faire preuve de compréhension à l'égard des impératifs et contraintes de leur entreprise. L'objectif est que chacun se sente concerné comme s'il était à son compte. Dujarrier 2006 remarque dans ses entretiens que les dirigeants prescrivent à leurs salariés d'être autonomes, responsables, capables d'initiative, au point que beaucoup reconnaissent se sentir responsables de tout. Loriol, 2012, replace cet appel fait aux capacités individuelles ou à l'engagement personnel dans la relation avec autrui, à un déplacement d'une définition collective du travail à une conception individualisante, psychologiste. Il note par ailleurs que ce déplacement rend beaucoup plus ardu le recours au collectif, qui est pourtant un élément décisif de la santé des individus au travail. 3.1.3 Des dispositifs au service de l'engagement des travailleurs. Des moyens concrets en provenance d'acteurs multiples, relevant de missions de service public ou de services relationnels privés, Ehrenberg, 1998, sont venus en renfort des discours et des injonctions pour encourager l'adhésion. Parmi ces moyens, attardons-nous sur ceux qui semblent les plus pertinents sur les terrains étudiés. Au sein de l'entreprise, l'embauche et la promotion des salariés au regard de leurs compétences et non plus de leurs qualifications change la donne, Durand, Le Floch 2006. Car les compétences peuvent inclure la loyauté vis-à-vis de l'entreprise, celle-ci devenant légitimement exigible. Elles sont relatives à une personne donnée et non à un poste. Elles facilitent ainsi la mise en concurrence des travailleurs, au détriment de la reconnaissance par les pairs et de la régulation collective des rythmes de travail. Gratifier les compétences pousse ainsi le salarié à s'investir sans limite, dans l'illusion que ses résultats ne dépendent que de lui, et que ses supérieurs sauront les reconnaître. La satisfaction client, associée à la qualité totale, le zéro défaut, mot d'ordre des modèles gestionnaires des années 1980 aux États-Unis et généralisé en France dans les années 1990, permettait d'occulter la servitude vis-à-vis de l'employeur, comme si celui-ci ne faisait que traduire dans les injonctions qu'il adresse à ses salariés les exigences du client, Durand, Le Floch 2006. Il se révélait plus mobilisateur que l'obéissance à un supérieur, d'autant que les dernières décennies ont connu l'affaiblissement des ordres conventionnels et des relations hiérarchiques. On attend des cadres qu'ils se conduisent en donneurs de souffle, en leaders, qu'ils formulent des visions enthousiasmantes qui font se lever les hommes d'eux-mêmes puisqu'il n'est plus légitime de les y contraindre, Boltanski, Chiapello, 1999. Les coachs professionnels admettent d'ailleurs que leur intervention a surtout pour objet de transformer une pression exogène en motivation endogène. Lordon 2010. Pour ceux qui résisteraient encore, il fallait faire comprendre, selon la formule de Margaret Thatcher immortalisée sous l'acronyme de TINA, qu'il n'y a pas d'autre alternative que de se soumettre à la concurrence généralisée, à la guerre économique, sous peine de disparaître. Tous les sacrifices demandés aux salariés pouvaient se justifier par cette formule magique. La menace du chômage achevait de convaincre que l'avenir professionnel du travailleur dans ce contexte impitoyable était en péril. Surtout lorsqu'elle s'accompagne de mesures organisationnelles conduisant à une précarisation subjective des salariés, par exemple l'INAR 2012, des dispositifs limitant le recours au collectif, dont nous avons déjà noté plusieurs aspects, et auxquels on peut ajouter des mises en concurrence internes, ou encore l'absence de lieu et de temps dédiés aux rencontres entre les travailleurs, des changements permanents qui déstabilisent les salariés,
les remettent sans cesse à l'épreuve et les incitent à rester dociles. Conformément à la logique décrite par Bell 2010, un système totalitaire comme le nôtre dévore les esprits en les grisant, et si cela ne marche pas, alors il utilise la peur, autre moyen efficace de susciter l'effort de celui qui craint de la subir. Ainsi, l'autonomie fut en quelque sorte échangée contre la sécurité, et la remise sous contrôle fut favorisée par la coopération des salariés traités comme autant d'individus séparés, qui grâce à un mélange d'avantages différentiels et de peur du chômage furent conduits à s'engager librement et pleinement dans les tâches qui leur étaient confiées. Boltanski, Chiapello, 1999. 3.1.4 De l'engagement volontaire à l'engagement illimité. Contrairement au taylorisme qui traitait l'homme comme des machines, ne cherchant pas à atteindre sa psyché, le capitalisme néolibéral s'appliquait à mobiliser aussi le mental des travailleurs, Boltanski, Chiapello, 1999. Pour qu'il investisse tout son être dans le travail, il fallait là aussi modifier l'organisation de l'activité, par exemple en créant des tâches aux contours flous, qui laissent ainsi la porte ouverte aux exigences les plus vastes, tâches relationnelles, créatives, innovation. Lordon 2010, se développent aussi des techniques visant à gommer les frontières entre travail et hors travail, entre vie privée et vie professionnelle, avec l'idée que si le travailleur se sent comme chez lui, sur son lieu de travail, il y passera plus de temps. On peut citer l'organisation de moments festifs entre collègues devenus amis pour l'occasion, ou les open spaces qui poussent à partager sa vie privée pour ne pas paraître louche, renfermé, des Isnard Zuber 2008. Dujarrier 2006 note quant à elle un déni des limites dans des milieux professionnels très différents. Qu'il s'agisse de la satisfaction des usagers, de la maîtrise des risques ou des performances, la prescription exige l'idéal. L'obligation de résultat, bien qu'exprimée en termes idéaux, prend le pas sur l'obligation de moyens qui, elle, reconnaîtrait les limites de l'action et de l'incertitude. La prescription du travail est idéale, et donc hors de portée de l'action possible. Les dirigeants interrogés admettent que les objectifs sont extrêmement ambitieux voire irréalisables, mais justifiés par la nécessité de mettre la barre très haut si on veut progresser. Les travailleurs endossent alors la responsabilité de ne pas avoir atteint les objectifs prescrits, voire qu'ils se sont eux-mêmes fixés, alors que tous reconnaissent que les objectifs sont irréalistes. Pour Bell 2010, il faut toujours demander plus aux individus, et le plus fort est qu'ils finissent toujours par donner. Melman 2002 considère plus généralement que dans notre société, l'excès non seulement n'est pas vécu sur le mode de la transgression mais l'est sur le mode de la prescription. L'intensification du travail qui s'en est suivie est manifeste, Volkov de Koninck-Roche, Golak 2001 Duterre-Tratzfeld Valère 2006. Elle a pu s'opérer dans des contextes où le rapport au temps se modifiait. Rosa, 2011, distingue un mouvement général d'accélération composé de plusieurs types d'accélération simultanée. Le temps est devenu pour lui une norme à travers laquelle la société nous gouverne. Nous nous sentons toujours en dette, ayant toujours quelque chose à faire. 3.1.5 Des signes d'essoufflement. Le modèle décrit jusqu'ici se traduit sur les terrains étudiés, avec des répercussions visibles sur les arrêts maladie. Il connaîtrait, selon certains, des signes d'essoufflement. Pour rester sur la question du temps, on voit se développer des stratégies de décélération, souvent accolées au terme slow. La slow food doit redonner au corps le temps nécessaire pour s'alimenter. La slow science promeut une recherche qui se libère des objectifs de rentabilité à court terme et laisse la place aux errements. Le slow mail, courrier escargot, utilise un logiciel qui ne délivre le courrier électronique qu'après 1 ou 2 jours. Des réseaux de villes lentes se constituent. L'implication subjective au travail serait peut-être elle aussi remise en cause par des travailleurs. Rousseau, 2012, évoque cette hypothèse en constatant que l'absentéisme, qui ne cessait de décroître depuis des décennies, avec un taux spécialement bas dans des contextes de chômage, a connu en France une remontée dans les années récentes. L'invention des brouilleurs de portables associés au droit à la déconnexion pourrait aller dans ce sens. Autre signe éventuellement révélateur, la génération I qui définit les personnes nées à partir des années 1980, avec le numérique, revendique une meilleure qualité de vie au travail et une meilleure articulation entre le temps de travail et le temps consacré aux activités sociales, familiales, etc. Davor Complita,
psychiatre genevois spécialiste des troubles liés au travail, est optimiste. Les choses vont changer car les jeunes ont moins peur et sont moins naïfs. Contrairement aux générations précédentes, ils ne joueraient plus leur dignité dans le travail, et souffriraient moins des contraintes organisationnelles qui les empêchent de l'exercer correctement. Surtout, la maîtrise des communications virtuelles leur permettrait de recréer une solidarité qui compense l'isolement au travail et modifie le rapport de force. La Tribune, 17 avril 2011. Les travailleurs auraient donc incorporé les principes qui fondent l'idéologie néo-capitaliste, tout en montrant des signes de résistance, qui ne sont peut-être que l'assimilation d'autres normes, de modèles alternatifs. Sans l'énoncer systématiquement, ces théories supposent bien une internalisation par les individus des normes sociales, ici celles du capitalisme néolibéral, qui influencent leur comportement. Ce postulat interviendra pour analyser les arrêts maladie. 3.2 La question des normes sociales. L'influence des normes en vigueur ne fait pas tellement débat, les divergences concernant plutôt la façon dont cette influence s'exerce et peut ou non évoluer, être réorientée, et par qui. Le fonctionnalisme conçoit chaque élément de la société comme ayant une fonction particulière, qui permet à l'ensemble de rester en équilibre. L'interactionnisme part quant à lui des interactions entre les êtres, de l'influence respective qu'ils exercent les uns sur les autres lorsqu'ils sont en contact. Pour les plus radicaux, les normes se construisent dans un ensemble d'interactions. Pour d'autres, elles s'actualisent ou sont abandonnées, selon que les individus les font vivre ou non. La dimension symbolique du social, le sens que les individus d'une société donnée assignent à leurs actions, serait le résultat de ces interactions. En France, Bourdieu a influencé la pensée sur les normes, notamment en retravaillant le concept d'habitus. Nous développons des inclinaisons à percevoir, sentir, faire et penser d'une certaine manière, inclinaisons intériorisées et incorporées, le plus souvent de manière non consciente, du fait de nos conditions objectives d'existence et de notre trajectoire sociale. La marge de liberté laissée à l'individu provient aussi de sa pluridétermination, qui lui permet de choisir parmi une gamme, certes limitée, d'options. Parsons et ses attentes de rôle. Nous nous conformons aux attentes que la société produit et incarnons des rôles sociaux en fonction de ces attentes, est difficile à contourner quand on s'intéresse à la maladie. 3.3 est celle du choix. Dans les entretiens menés ici, on verra constamment combien les interviewés utilisent leur capacité d'analyse pour agir avec justesse, s'adapter à leur environnement, comment ils font appel à leur expérience pour résoudre des problèmes ou éviter des écueils. Dans le cas des arrêts maladie, ils mènent un travail de réflexion avant de recourir, ou non, à un arrêt maladie. Peut-on pour autant dire qu'ils choisissent ? La question du choix a quelque chose d'une impasse, qui se présente souvent dans les débats sous le terme de consentement. Lordon 2010 n'utilise pas en vain le terme d'aporie pour l'aborder. Il est des consentements individuels auxquels des observateurs extérieurs ne veulent pas consentir. Ainsi par exemple, il suit un gourou mais nul ne l'y force, elle porte le voile mais elle est seule à l'avoir voulu. Elle s'enchaîne à son travail 12 heures par jour mais de son chef exclusivement et personne ne l'y contraint. Le choix, pourtant affirmé, semble incompatible avec l'objet choisi, au point que l'on soupçonne qu'il a été obtenu frauduleusement. Selon lui, Spinoza permet de résoudre cette contradiction, si consentir est l'expression authentique d'une intériorité librement déterminée, alors le consentement n'existe pas, car l'hétéronomie est la condition de toute chose. Nous ne faisons quelque chose que s'il nous arrive quelque chose. Certes, notre force de désir, notre puissance d'agir, nous appartiennent, mais elles sont orientées par l'interpellation des normes, choses à vouloir, vocation à épouser, grandeur à poursuivre.
Lordon insiste sur le caractère spécifique de cette forme de production du désir, déterminée par des mécanismes diffus, délocalisés, impersonnels et inassignables. Déjà peu portés à nous penser déterminés, nous serions de ce fait encore plus enclins à nous penser comme origine de notre propre désir, le processus causal qui le détermine étant si complexe et évanescent qu'il en devient invisible. Par convention, on parlera de choix chaque fois que les personnes observées se livrent à un processus qui les conduit à prendre une position plutôt qu'une autre, tout en gardant à l'esprit le caractère imparfait de ce terme. On cherchera à révéler ces déterminants, ceux exprimés par les interviewés et ceux issus de la recherche sociologique. Il s'agira en d'autres termes de faire émerger les motifs exposés et de les questionner. 3.4 du choix à l'exposé des motifs. La société donc produit des désirs. Ces désirs induits de l'extérieur mais devenus authentiquement désirs intérieurs, nous permettent de nous penser libres et de trouver une justification authentique à nos décisions, Lordon 2010. C'est particulièrement criant dans le cas des arrêts maladie, où les acteurs sociaux dans des situations concrètes mobilisent des éléments de discours pour assurer leur position et justifier le sens de leur conduite. Rousseau 2012. On peut y voir un effet du social, qui nous implique dans des procédures de justification, même pour justifier ce qui pourrait paraître injustifiable. La tricherie, par exemple, pourra trouver une justification dans le fait que de toute façon, personne ne suit la règle. Dans le cas des arrêts maladie, on trouvera parfois cet argument pour dédouaner des collègues soupçonnés d'abus. Pour Nakache 2006, le cerveau humain tisse en permanence des relations entre des événements pour créer une cohérence, la relation créée étant le plus souvent d'ordre causal. Une des hypothèses proposées pour expliquer cette propension est liée au besoin de se rassurer. Si nous connaissons les causes, nous pourrons agir sur elles pour éviter leurs conséquences. Ces constructions peuvent être fausses, imparfaites, mais pour être exposées, elles doivent nous sembler vraies, nous apparaître comme de bonnes raisons. Elles doivent constituer un motif. Benamhouzig, 2005, rappelle que la notion de motif chez Weber renvoie à la méthode compréhensive qui saisit le sens intentionnel des actions pour les expliquer. En ce sens, le motif fait référence au registre de la subjectivité. Mais le sens imputé à l'acteur n'est pas l'intention même de l'acteur, c'est une reconstruction plausible, qui saisit la subjectivité dans sa dimension typique, de manière objective. L'acception weberienne de la notion de motif oscille entre la subjectivité de l'acteur et l'objectivité de sa compréhension. Il ajoute que Weber associe le motif à un système de raisons formant un ensemble significatif. Mills a cherché quant à lui à faire du motif un véritable concept sociologique. Les motifs ont alors une dimension relationnelle, dans le cadre d'interactions sociales. Ils sont impliqués dans un travail de justification entre individus, et fixés sur des supports linguistiques extérieurs. Ils facilitent la coordination entre acteurs. C'est le vocabulaire utilisé, forme sous laquelle les motifs sont stabilisés, les discours eux-mêmes liés à ce travail intersubjectif de justification qui permettent d'appréhender les intentions. Benamhouzig va développer l'idée de motif cognitif, qui en première approche peut être introduit comme une composition de raisonnement et d'informations objectivées sur des supports physiques, conduisant à ensemble structuré de bonnes raisons de penser ou d'agir d'une certaine façon. Il indique de manière plus ou moins implicite ce qu'il est utile, adapté ou correct de penser, de sentir ou de faire, donnant lieu à des usages sociaux qui dépendent autant de ses propriétés intrinsèques que de paramètres institutionnels et historiques plus généraux. Benamhouzig y voit un outil sociologique, permettant de saisir concrètement des raisonnements, de comprendre comment ils évoluent et sont transformés dans des pratiques, au gré de situations d'usage. Il constate en particulier que les raisonnements économiques ont un caractère performatif qui fait advenir la réalité dont ils sont censés rendre compte, et que leur validité, bien réelle, n'est pas assurée par une simple correspondance avec le réel, mais par la fabrication sociale d'une réalité conforme aux raisonnements économiques. En prenant l'exemple des comptes de la santé en France, il analyse les moyens, différents stratagèmes cognitifs par lesquels s'opère cette fabrication, comment au contact de l'action, le raisonnement évolue pour devenir plus convaincant, comment les chiffres peuvent être utilisés,
Une autre manière de renforcer la conviction du lecteur consiste à lui offrir un bouquet de résultats, certes tous incertains mais finalement convergents, et conclut que les convictions que le motif de raisonnement suscite chez ses utilisateurs ne relèvent pas seulement d'une pure rationalité instrumentale, à laquelle l'analyse coût-avantage est souvent ramenée, mais aussi d'une rationalité axiologique. Cette approche, qui servira d'appui pour définir une méthodologie appropriée, présente d'autres intérêts. Parce qu'elle envisage les comptes de la santé en France comme un motif cognitif, elle donne des éléments de compréhension sur les arrêts maladie, en particulier sur les raisons qui incitent les travailleurs à éviter d'y recourir, ou à hésiter longuement avant de s'y résoudre. Le motif comptable peut être le support objectif de bonnes raisons de penser certaines choses plutôt que d'autres. Scandé comme un leitmotiv, les chiffres de l'assurance maladie semblent sans appel. Le trou de la Sécu est présenté comme un problème à résoudre, année après année, dans les discours publics et les statistiques produites, dont les médias se font le relais. La hausse des dépenses de santé, au rythme de 10 à 15% par an, incite les pouvoirs publics à réformer l'assurance maladie. Le thème de l'abus s'impose comme explication à ce déficit, aidé par des outils de calcul, par exemple l'introduction des tableaux statistiques d'activité des praticiens, TSAP, qui informent ces derniers sur les actes qu'ils réalisent et permettent, en principe à l'assurance maladie d'identifier les abus. Les comptes de l'assurance maladie deviennent un motif économique, dont se servent l'État ou l'assurance maladie pour réguler les pratiques médicales. Dardot et Laval dénoncent pour leur part les gouvernements libéraux qui ont instrumentalisé les trous ainsi creusés dans le budget, pour démontrer le coût exorbitant et insupportable de la protection sociale et des services publics. Au-delà des comptes de la santé, les motifs économiques structureraient l'ensemble des modes de pensée et comportement. Baumard, 2010, présente à ce titre une expérience classique de philosophie cognitive, où les participants doivent attribuer un bonus à des vendeurs de la manière la plus juste possible, en répartissant entre eux un budget fixe. Le premier vendeur fait un gros chiffre grâce à ses efforts, le second grâce à son charme naturel. Les participants jugent pour la majorité que les efforts mais aussi le charme naturel donnent tous les deux droit à un bonus, comme si le fait de rapporter de l'argent à l'entreprise méritait à lui seul récompense. Ils illustrent ainsi la position de l'économiste Cohen 2013, qui voit dans l'Homo economicus une fiction, mais une fiction autoréalisatrice. Dès lors qu'on introduit l'incitation économique, prime, compensation financière, etc., alors l'homme passe de la solidarité à la compétition, de l'attitude morale et sociale à l'attitude économique et individualiste. 3.5 Agir avec morale. L'expérience citée par Baumard n'est pas choisie au hasard. De façon plus ou moins discrète, la morale, les jugements moraux, interviennent quand les interviewés parlent des arrêts maladie. Ferrat, 2007, observe la prévalence d'une morale fondée sur la justice et plus précisément sur une métanorme de justice démocratique parmi les travailleurs, et cette morale est utilisée pour répondre à des questions très concrètes au niveau local, qui concernent ce qu'il convient de faire dans des cas spécifiques, notamment les absences. Les théories sur la justice organisationnelle donnent aussi des clés pour comprendre le recours aux arrêts. Dubay 2013 souligne à ce titre que ce sont surtout les injustices de proximité qui sont mal vécues car elles sont palpables, et devraient être corrigées. La typologie Voice, Exit, Loyalty, d'Hirschman, 1973, particulièrement féconde dans l'étude des arrêts maladie, sera longuement développée. La loyauté envers l'entreprise, activité, collègues, clients, qualité du travail, etc., prédominante chez les travailleurs, peut évoluer vers la prise de parole ou, lorsque celle-ci est empêchée ou inefficace, vers la défection, sous forme d'arrêt maladie, exit temporaire ou de départ. Enfin, l'approche par le rôle social du malade, formulée par Parsons, complète l'analyse sur la morale qui fonde les jugements des travailleurs quant aux arrêts maladie et conditionne leurs actions. 3.6 Santé et maladie. Parsons nous rappelle que la maladie trouble le fonctionnement social. Elle nous exempte temporairement de certaines obligations, en particulier celle de travailler. Elle induit généralement une assistance. Elle est supposée indépendante de la volonté du malade, qui n'est pas tenu pour responsable de son incapacité. En contrepartie,
Il incombe au malade de chercher à guérir pour retourner à ses obligations et même de souhaiter guérir. Plus généralement, la sociologie de la santé et de la maladie nous enseigne que le rapport que nous entretenons à notre santé et la définition même que nous lui donnons sont variables selon les catégories sociales, les sociétés, les époques, et qu'elles influencent nos comportements et jugements. Herzlich, 1984, souligne la modification de la perception des malades et de la maladie au cours des époques, sous l'effet combiné des idéologies et des avancées médicales. Loriol, 2002, analyse les rapports de force qui interviennent dans les politiques de santé publique et met en évidence la construction sociale et politique des problèmes de santé, et son impact sur les représentations sociales. L'étiquetage des maladies, l'attribution des responsabilités, l'entreprise de moralisation des individus, la médicalisation des troubles, sont autant d'aspects qui interviennent pour construire ces représentations et nous influencer. Le corps est aussi l'objet d'une construction sociale qui a sa part dans les arrêts. 3.7 Une théorie de l'acteur bricolé sur un individu adaptatif. Des théories citées dans les paragraphes qui précèdent, certaines peuvent sembler peu compatibles avec d'autres, tandis que sur le terrain, toutes semblent, alternativement utiles et pertinentes. Boudon et al., 2001, sont à ce titre arrangeants et conviennent que plusieurs explications peuvent en général expliquer les données empiriques. 3.7.1 Quand les sciences physiques et biologiques s'en mêlent. Les sciences dures seront aussi mobilisées, pour les adapter au comportement humain. La loi de l'inertie pour commencer, formulée par Newton, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Dans le cas des arrêts maladie, ces forces peuvent être par exemple le poids du collectif de travail, l'organisation du travail, le motif économique, la culture, au sens large, ou l'idéologie du pays d'accueil pour les immigrés, les événements nouveaux et décisifs, une grave maladie, la naissance des enfants. L'aspect contraignant énoncé dans la loi peut recouvrir des contraintes tangibles, le corps ne répond plus, des sanctions menacent, ou moins patentes, persévérer dans sa façon de penser ou d'agir isole des collègues. En mécanique quantique, après une mesure, un système physique voit son état entièrement réduit à celui qui a été mesuré, alors que cet état pouvait avant la mesure posséder plusieurs valeurs pour chacune de ses observables, sa vitesse, sa position, sa vitesse, etc. Comme si le fait de mesurer fermait les horizons en faisant passer d'une pluralité de possibles à un état unique, sans les fermer totalement. On ne peut que prédire la probabilité d'obtenir un certain résultat. En sociologie, au niveau micro, on observe des effets comparables. Les évaluations individuelles, les objectifs chiffrés, impactent les travailleurs au point que réduits à la fonction de producteurs de résultats, ils finissent par se penser et agir comme tels. Les neurosciences montrent que nous attribuons constamment un sens à nos actions même les plus anodines. Ainsi, des expériences menées sur des cérébraux lésés montrent que lorsque le sujet est sommé de se lever, par le biais d'un ordre écrit qui échappe à sa conscience, il se lève, et lorsqu'on lui demande pourquoi il répond sans hésiter, comme s'il connaissait de façon certaine la raison de cet acte. Certains vont évoquer une soif subite, d'autres l'argent qu'ils doivent mettre dans le parc-mètre, etc. Les fictions construites pour donner du sens à nos actions sont contraintes par la réalité, mais bâties sur une connaissance imparfaite du réel, dont une partie seulement arrive à notre conscience, entendue ici et dans le reste de l'ouvrage, comme la capacité à rapporter ces états mentaux, comme une représentation dont nous nous avisons. Wöhler 2019 utilise aussi l'étude du cerveau pour expliquer le besoin fondamental d'intégration et de reconnaissance sociale chez l'humain. Les zones du plaisir, le striatum, s'anime lorsque ce besoin est satisfait, reliquat d'une époque où la survie humaine dépendait de son appartenance au groupe. 3.7.2 Un acteur en société. Soucieux d'être accepté, intégré, l'acteur décrit ici se conforme aux normes de son environnement ou plutôt de ses... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.